Lors de la fête de fiançailles de ma sœur devant tout le monde, maman a dit « Oh, voici mon autre fille. Elle nettoie des sols pour gagner sa vie. » Papa a ri doucement, chaque famille en a une. Le sourire du père du marié a disparu. Il a fixé la cicatrice sur ma paume gauche. Il s'est levé lentement et a dit « Je peux vous parler dehors ?» J'ai failli dire non. Et je veux vous dire pourquoi. Pas la raison évidente. Pas parce que j'étais gêné ni parce que j'assimilais encore ce que ma mère venait de faire devant 30 personnes qui ne connaissaient pas mon nom. J'ai failli dire non car j'avais passé des années à apprendre que la réponse la plus sûre à la plupart des choses était non. Que dire oui signifiait s'exposer. Et s'exposer dans ma famille avait toujours signifié donner une cible à quelqu'un. Mais j'ai dit oui. Et tout ce qui a suivi a découlé de cette unique syllabe. Je vais commencer par le début. Le vrai début. La maison dans laquelle j'ai grandi avait 3 chambres et se trouvait sur Marcella Drive à 40 minutes de la ville. Clôture blanche. Étayée. Un jardin que ma mère entretenait avec le genre de soin qu'elle réservait aux choses que les gens pouvaient voir. De l'extérieur, c'était le genre de maison qui se fondait parfaitement dans son quartier. Soignée. Entretenue. Rien qui n'invite à un deuxième regard. À l'intérieur, c'était une toute autre architecture. Mon père Denis était comptable. Précis était le mot qui le décrivait le plus exactement. Il croyait que tout avait une réponse correcte si l'on appliquait la bonne formule et il étendait cette croyance aux personnes. Les chiffres ne discutaient pas. Ils étaient équilibrés ou ils ne l'étaient pas. Je pense qu'il a toujours souhaité que les gens fonctionnent de la même manière. Ma mère Carole avait été institutrice. Elle a démissionné à la naissance de ma sœur aînée et a canalisé tout ce qu'elle avait dans la gestion de notre famille comme certains gèrent une entreprise. Avec stratégie. Avec le souci de l'image. Avec un sens clair et exercer des produits à mettre en avant et de ceux à garder en retrait. Ma sœur Fiona était le produit qu'elle mettait en avant. Je veux être juste envers Fiona car elle n'était pas une personne malveillante. Elle était chaleureuse et drôle et véritablement gentille dans les moments où nous n'étions que toutes les deux. Elle était photogénique et gracieuse depuis qu'elle était petite. Et les gens réagissaient à elle de la manière dont les gens réagissent à quelque chose qui semble avoir été fait pour être vu. Notre mère l'avait compris et s'y était investie avec tout ce qu'elle avait. J'étais faite différemment. Plus calme. Plus intéressée par le fonctionnement des choses que par leur apparence. Le genre d'enfant qui rentrait avec les genoux sales et un scarabée dans un bocal avec une explication complète des raisons pour lesquelles le scarabée était intéressant. Ma mère me regardait avec une expression qui n'était pas méchante mais qui était incontestablement fatiguée. Elle ne savait pas quoi faire de moi. Et ce dont les parents ne savent que faire, ils ont tendance à le mettre dans une catégorie étiquetée problème puis passent à autre chose. Les photos dans notre salon racontaient l'histoire sans que personne n'ait à dire un mot. 11 cadres sur le mur. Fiona était sur 9 d'entre eux. 2 d'entre eux étaient des portraits individuels avec un éclairage professionnel. J'étais sur 4. Tous des plans de groupe. Sur l'une d'elles j'étais à moitié tourné car quelqu'un avait appelé mon nom juste au moment où l'obturateur a cliqué. Je les ai comptés une fois un dimanche après-midi quand j'avais 12 ans et que la maison était vide. Je me suis assise sur le sol et j'ai compté. Puis je suis restée assise là un moment sans pleurer. Je comprenais juste quelque chose pour lequel je n'avais pas de mots auparavant. Les photos étaient un fait. Pas un sentiment. Un fait. L'instrument principal de ma mère était la performance. Elle avait un registre spécifique qu'elle utilisait quand elle parlait de moi à d'autres personnes. Un registre que je ne peux décrire que comme un regret aimant. Velma se cherche encore. Nous nous inquiétons pour elle. Fiona a toujours été plus concentrée. Ce n'était pas exactement des mensonges. C'était des constructions. Elles ont construit une version de moi dans l'esprit de tous ceux qui nous entouraient avant même que je ne sois entré dans une pièce. L'instrument de mon père était la comparaison. Si constante et si pratiquée que pendant des années j'ai pensé que c'était juste ainsi que les parents parlaient. Chaque résultat que je ramenais à la maison était placé à côté des résultats de Fiona et mesuré. Pas rejeté. Jamais complètement rejeté. Juste contextualisé. Il disait, c'est un bon début Velma. Le mot début faisait tous les dégâts car il impliquait que tout ce que je venais d'accomplir n'était encore qu'une répétition pour quelque chose que je n'atteindrais jamais vraiment. J'avais 17 ans quand j'ai cessé d'espérer que l'un ou l'autre change. J'ai déménagé à 19 ans.
pas dans une tempête. Juste un mardi matin de mars quand j'ai compris clairement que rester me coûtait quelque chose que je ne pouvais pas continuer à payer. J'ai laissé un mot sur le comptoir de la cuisine. J'appellerai quand je serai installé. J'ai appelé. Ils ont répondu. La vie s'est réorganisée autour de la nouvelle configuration et nous avons tous fait comme si ce réarrangement était une chose normale qui arrivait dans des familles normales. J'avais 840 € sur un compte courant et un sac de sport avec des vêtements pour 3 jours. Les 2 premières années ont été consacrées à la survie avec intention. J'occupais 3 emplois simultanément. Le service du petit déjeuner le matin dans un restaurant. Caissière l'après-midi dans une épicerie. Le soir je faisais le nettoyage commercial pour une société de gestion immobilière. Je suivais aussi une formation certifiante en gestion immobilière 2 soirs par semaine au collège communautaire que je payais moi-même. Je prenais le dernier bus pour rentrer après les cours toujours avec les vêtements dans lesquels j'avais fait le ménage. Le travail de nettoyage a été le point de départ d'un changement. J'aimais les bâtiments la nuit. Le vide. Le calme. La logique particulière de se déplacer systématiquement dans un espace avec un avant et un après très clair. Mais plus que le travail lui-même, j'aimais ce qu'il m'enseignait. Les bâtiments nettoyés correctement et régulièrement se révèlent. J'ai appris où se cachaient les dégâts des eaux. J'ai appris quels problèmes d'entretien étaient dissimulés. J'ai appris quels systèmes de chauffage et de climatisation fonctionnaient 10 ans au-delà de leur durée de vie et quels tableaux électriques tenaient ensemble grâce à un entretien différé et à l'optimisme. J'ai commencé à prendre des notes. Un petit carnet noir et blanc que je gardais dans mon sac de nettoyage quand je remarquais quelque chose qui valait la peine d'être noté. Un mur porteur avec de la peinture fraîche sur une tache d'eau. Un câblage qui ressemblait à un projet de tutoriel YouTube. Un cadre de porte qui se déplaçait d'une manière qui signifiait que les fondations bougeaient. Je l'ai écrit. Pas pour une raison particulière. Juste parce que les informations importantes ont besoin d'un endroit pour vivre. À 23 ans j'avais un classeur. Mon instructeur au collège communautaire était un homme nommé Franck. Il avait passé 30 ans dans la gestion de propriétés commerciales. Il est resté après les cours un soir et m'a demandé pourquoi j'avais 3 carnets de données sur l'état des bâtiments et que je nettoyais des bureaux au lieu de les gérer. J'ai dit que j'y travaillais. Il a dit, apportez les carnets la semaine prochaine. J'ai apporté le classeur. Il a passé 1 heure avec. Quand il a eu terminé, il m'a regardé avec une expression que je n'avais pas souvent vue diriger vers moi. Il m'a fallu un moment pour l'identifier. C'était l'expression d'une personne qui vient de réaliser qu'elle est assise en face de quelqu'un de sérieux. Il a dit, vous devez diriger quelque chose. J'ai répondu, j'y travaille. Et c'était le cas. Le plan était déjà écrit dans un carnet à spirale vert depuis 2 ans. Prévision de revenus. Coût de démarrage. Objectif d'acquisition de clients. J'avais identifié 3 entreprises de nettoyage et d'entretien comme acquisition potentielle. Des propriétaires vieillissants. Des listes de clients solides mais des systèmes opérationnels obsolètes depuis 20 ans. La bonne est devenue disponible quand j'avais 24 ans. Une entreprise avec 11 clients et 2 employés à temps plein. Un propriétaire vieillissant qui voulait s'en retirer rapidement et proprement. Il l'a mise en vente à 65 000 €. J'ai offert 52. Ce qui représentait tout ce que j'avais économisé en 4 ans plus un prêt pour petite entreprise. J'avais passé 6 mois à préparer la demande pour le plan d'affaires. Les projections. Une lettre de Franck et une déclaration personnelle que j'ai réécrite 11 fois. L'agente de crédit m'a dit que ma demande était la mieux préparée qu'elle ait vue en 3 ans. J'ai signé les papiers un jeudi. Je me suis assise dans ma voiture sur le parking ensuite pendant 10 minutes sans célébrer. Juste en respirant. Juste en restant très immobile face au fait de ce qui venait de se passer. Ensuite j'ai conduit jusqu'au magasin de fourniture de bureau et j'ai acheté une plaque pour la porte. Je l'ai nommée Lena Property Service. Pas mon nom de famille. Mon propre prénom. Celui que j'ai choisi de porter après avoir quitté la maison. Celui qui m'appartenait entièrement. La première année a été la plus difficile de la même manière que toute chose honnête que vous avez construite à partir de rien n'est difficile lors de sa première année. Je dirigeais les opérations et je gérais les relations clients et je faisais le travail sur le terrain et je m'occupais des finances et j'essayais de construire des systèmes en même temps que je maintenais tout ce qui existait déjà. Il y a eu des semaines où je travaillais 80 heures et dormais 5 heures par nuit.
J'ai réussi et j'ai continué à réussir. À la fin de la première année 17 clients au lieu de 11. À la deuxième année 26 clients et 8 employés à temps plein. La troisième année les revenus ont dépassé un chiffre que j'avais noté dans le carnet vert comme objectif puis entouré et rangé pour ne pas le fixer constamment. Ma famille savait que je faisais des travaux de nettoyage et d'entretien. Ils avaient demandé une fois au début et j'ai dit que j'étais dans le nettoyage commercial. Ma mère a fait le son qu'elle faisait quand elle était déçue mais trop maîtresse d'elle-même pour le dire. Mon père a dit que c'était un bon début et ensuite la conversation est passée à autre chose. Je l'ai laissé passer. Je savais ce qui se passerait si je leur disais la vérité. L'argent deviendrait toute l'histoire. Ma mère voudrait me présenter à ces événements. La fille avec l'entreprise. S'attribuer une partie du mérite pour la ténacité qui avait été construite spécifiquement pour lui survivre. Mon père aurait des questions qui seraient en réalité des tests et même quand je les réussirais il trouverait le suivant. Je n'étais pas intéressé par le fait de faire mes preuves devant qui que ce soit. J'avais fait ce travail pendant 19 ans. J'en avais fini avec ça. Alors je les ai laissés croire que je nettoyais des sols. Ce qui était vrai dans le sens où nos équipes nettoyaient des sols dans le cadre de chaque contrat de service. Je ne leur ai rien donné à mettre à jour. Ils ont arrêté de demander parce qu'ils supposaient qu'ils savaient déjà. Novembre. 2 ans avant la fête de fiançailles. Je faisais une inspection en solo le soir d'un bâtiment commercial de 8 étages du côté et pour un nouveau contrat. Je faisais toujours le travail de terrain moi-même sur les nouvelles propriétés car je croyais que l'on ne pouvait pas gérer ce que l'on ne comprenait pas. Le bâtiment était presque vide. Quelques bureaux travaillaient parfois tard. Le service de nettoyage ne commençait qu'à 8 heures. J'avais 1 heure. Je descendais du 5e étage quand je l'ai remarqué au 4e étage. Pas de la fumée. De la chaleur. La chaleur sèche et étouffante des composants électriques fonctionnant à une température supérieure à ce qu'ils devraient. Et en dessous de cela une odeur si faible que j'ai dû m'arrêter et respirer délibérément pour le confirmer. L'odeur particulière qui précède les alarmes de plusieurs minutes. Les alarmes détectent la fumée. La fumée vient après que la chaleur a déjà fait son œuvre. Ce que je sentais était antérieur à cela. Je n'ai appelé personne. Appeler quelqu'un et attendre une procédure allait prendre plus de temps que je n'en avais. Je suis allé vers l'odeur. 3e étage. Couloir ouest. Cela s'intensifiait au fur et à mesure que je me déplaçais vers l'est. J'ai vérifié chaque porte. La plupart étaient sombres et verrouillées. J'ai quand même testé chaque poignée. Fin du couloir. Dernière porte sur la droite. Verrouillée. Mais la lumière en dessous était anormale. Pas l'obscurité plate d'une pièce vide. Pas la lueur constante d'une fluorescence laissée allumée par accident. Quelque chose qui clignotait. Le genre de lumière que les pièces ne produisent pas quand tout va bien. J'ai frappé puis j'ai appelé. Pas de réponse. La porte avait un étroit panneau de verre à côté de la poignée. Je l'ai frappé avec mon coude. Il a tenu. Je me suis décalé et j'ai frappé plus fort. Il s'est fissuré. 3e coup. Le poing enveloppé dans la manche de ma veste et le verre s'est brisé vers l'intérieur. L'odeur est sortie immédiatement. Plus forte. L'odeur sèche de brûler de l'isolation et du papier et du plastique à la frontière entre l'avertissement et l'urgence. J'ai passé le bras avec précaution puis j'ai trouvé la poignée intérieure et j'ai déverrouillé la porte. Il y avait un homme au bureau. La soixantaine. Veste sombre. Lunettes de lecture remontées sur le front. La posture de quelqu'un qui avait travaillé et s'était simplement arrêté au milieu de son action. Des papiers étalés devant lui et une tasse en céramique renversée. Le café avait séché là où il avait coulé du bord du bureau. Sous le poste de travail un radiateur d'appoint en marche placé près d'une pile de dossiers qui avait été poussée sous le bureau. La chaleur avait été suffisante pendant tout le temps qu'il avait fallu à l'homme au bureau pour perdre connaissance pour traverser le fond de ses dossiers. Le mur derrière le radiateur était chaud à mon toucher quand j'ai traversé la pièce et l'étagère la plus basse de la bibliothèque à gauche du bureau commençait à montrer la décoloration qui précède la combustion. Je n'avais qu'une seule décision à prendre et environ 15 secondes pour la prendre. J'ai contourné le bureau et j'ai dit « Monsieur ». Fort puis plus fort. Il a fait un son qui m'a indiqué qu'il était quelque part là-dedans.
J'ai passé un de ses bras sur mon épaule comme je l'avais appris dans un cours de premier secours 3 ans plus tôt. J'ai placé mon autre main sous son bras opposé et je l'ai poussé pour le mettre debout. Il était lourd de la manière particulière d'une personne qui ne peut pas répartir son propre poids. Ce qui jouait en ma faveur était la force fonctionnelle spécifique issue d'années de travail physique. Pas visible. Pas spectaculaire. Présente dans les articulations et le dos et les jambes et dans les muscles qui s'engagent quand l'engagement est la seule option. Je l'ai amené jusqu'à la porte. Le couloir commençait à sentir. Pas de manière alarmante mais notable. La fumée se frayait un chemin sous la porte derrière nous. Je l'ai amené jusqu'à la cage d'escalier qui avait encore de l'air pur et j'ai géré les escaliers une volée à la fois. Il était partiellement conscient au deuxième palier. Pas cohérent mais assez présent pour aider marginalement avec son propre poids, ce qui a fait la différence. Je l'ai amené sur le parking par la sortie latérale et je l'ai posé au sol contre le mur extérieur. J'ai appelé les urgences. J'ai donné au répartiteur l'adresse du bâtiment ainsi que l'étage et la nature de l'urgence. J'ai dit qu'il y avait un homme qui avait perdu connaissance avec possible inhalation de fumée et possible problème cardiaque. Je n'étais pas qualifié pour déterminer lequel. J'ai dit qu'un incendie commençait dans un bureau du 3e étage. Les unités étaient à 4 minutes. Je me suis assise avec lui sur le sol et je l'ai fait parler dans la direction approximative de la conscience. Il m'a dit son nom au bout d'1 minute. Richard. Il a dit qu'il avait froid. J'ai enlevé ma veste et je l'ai mise sur ses épaules. J'ai entendu les sirènes à un peu plus de 4 minutes. 2 camions et une ambulance. Les ambulanciers étaient sortis du véhicule avant qu'ils ne s'arrêtent complètement. Je les ai accompagnés jusqu'à Richard et j'ai répondu à leurs questions et je leur ai dit ce que je savais. Je n'ai pas donné mon nom. Je n'ai pas expliqué qui j'étais ou pourquoi j'étais dans le bâtiment. Quand le 2e ambulancier a pris le relais, je me suis reculé. J'ai ramassé mon porte-bloc là où je l'avais posé sur le sol et j'ai marché jusqu'à ma voiture. Ma main gauche saignait. Je ne l'avais pas remarqué clairement dans le bâtiment. La lumière était faible et j'avais été concentré sur d'autres choses. Mais dehors sous les lumières de l'ambulance je pouvais voir la coupure correctement pour la première fois. Le panneau de verre brisé avait attrapé ma paume quand j'avais tendu le bras vers la poignée. Une ligne diagonale nette depuis la base de mon index jusqu'à la base de ma main saignant de la manière régulière et délibérée dont saignent les coupures profondes. Je l'ai enveloppé dans la chemise de rechange de mon sac puis j'ai conduit jusqu'aux urgences et j'ai attendu 40 minutes. 7 points de suture, a dit l'assistante médicale. Elle a demandé comment c'était arrivé. J'ai dit que j'avais passé ma main à travers un panneau de verre par accident. Je suis rentré chez moi et j'ai préparé du thé. Je me suis assise à la table de la cuisine à 11h15 du soir et j'ai regardé ma main bandée sur la table. Personne ne savait où j'avais été ce soir-là. J'ai pensé à appeler Fiona. J'ai pris mon téléphone et je l'ai reposé sans le déverrouiller. Il n'y avait rien à dire qui ne nécessiterait d'expliquer tout ce qu'il y avait autour. Et tout expliquer signifiait l'entreprise et l'entreprise signifiait les années précédentes. Et les années précédentes signifiaient la maison sur Marcella Drive et les 11 photos et le mot début utilisé comme un plafond. Je n'avais pas l'énergie pour tout cela à 11h15 avec 7 points de suture à la main. Alors je suis resté assise tranquillement. J'ai bu le thé. Je suis allé me coucher. Je suis retourné au travail jeudi. Je n'ai rien dit à personne. La cicatrice a guéri au cours des mois suivants. Pas les courbés avec la texture d'une peau à qui l'on a demandé de se refermer sur une blessure. Je m'y suis habitué. Je l'ai incorporé à la base des jours ordinaires. Je pensais parfois à Richard. J'espérais qu'il allait bien mais je n'avais aucun moyen de le savoir sans m'identifier. Et m'identifier n'avait jamais été quelque chose que je faisais pour le simple fait d'être vu. La vie a continué. L'entreprise a grandi. Nous avons déménagé dans un bureau plus grand. 12 employés sont devenus 18 puis 27. Notre taux de renouvellement de contrat s'est maintenu au-dessus de 90%, ce qui dans cette industrie est le chiffre qui vous dit vraiment si vous êtes doué dans ce que vous faites. Nous avions une réputation bâtie sur une chose spécifique. Nous attrapions les problèmes avant qu'ils ne deviennent coûteux. Nous connaissions les bâtiments d'une manière que les gens qui les utilisaient pendant la journée ne connaîtraient jamais. À partir de l'infrastructure et des historiques d'entretien et des coins que personne ne regardait entre les inspections. Mes parents pensaient toujours que je nettoyais des sols. Je les laissais faire.
Ma sœur Fiona a appelé en septembre 2 mois avant la fête de fiançailles avec la qualité de voix particulière qu'elle utilisait quand quelque chose était réel. Elle et Sébastien étaient ensemble depuis 2 ans. Il l'avait demandé en mariage. Elle avait dit oui. Je lui ai présenté mes félicitations. Et je le pensais sincèrement. Elle sonnait comme quelqu'un illuminé par son propre bonheur. Et c'était exactement ce qu'elle était. Elle a dit, « J'ai besoin de toi à la fête de fiançailles. Pas juste pour faire acte de présence. J'ai besoin de ma sœur là-bas. » J'ai répondu que je serais là. Il m'a fallu 3 jours pour faire la paix avec cette réponse, mais j'ai fait la paix avec. La Hartwell House était le genre de lieu qui fonctionne comme un théâtre pour des occasions ambitieuses. Des colonnes blanches. Un sol d'origine. Des plafonds assez hauts pour que tout ce qui s'y trouvait paraisse important. Ma mère l'avait trouvé bien sûr. Ma mère était l'architecte de chaque occasion que notre famille avait jamais célébrée. Je suis arrivé avec 12 minutes de retard intentionnellement. Arriver quand la salle était déjà en mouvement était plus sûr que d'arriver en avance et de rester à l'entrée pendant que ma mère gérait les présentations. Mieux valait se glisser à l'intérieur quand l'architecture sociale s'était déjà établie. La salle accueillait 32 invités. Des tables rondes avec des nappes blanches. Des roses blanches et des arrangements bas. Un quatuor à cordes. Tout placé avec soin car ma mère ne plaçait jamais rien sans intention. Mon marque-place était à la table 7, la plus éloignée de la fenêtre et la plus proche du passage de la cuisine. Je m'y étais attendu. Je me suis assise puis j'ai posé mon sac sur la chaise adjacente et j'ai regardé à travers la pièce. Fiona était radieuse. Le mot est insuffisant mais c'est le bon pour quelqu'un véritablement illuminé par son propre bonheur. Sébastien la regardait de la manière dont les gens regardent les choses dont ils n'arrivent toujours pas à croire qu'elles leur appartiennent. J'ai pensé, bien. C'est exactement comme ça qu'il devrait la regarder. Et de l'autre côté de la table principale par rapport à mes parents, à la place qui aurait été réservée à la famille du marié, se trouvait un homme que je n'avais jamais vu auparavant. La soixantaine. Des cheveux argentés. Un costume sombre qui était cher sans se faire remarquer. Le genre de posture droite qui vient de décennies passées dans des environnements professionnels. Pas raide. Juste posé. Il écoutait quelque chose que ma mère disait avec une légère attention. Mais il y avait une qualité dans son immobilité qui le différenciait de tous les autres dans la pièce. Tous les autres jouaient l'attention. Il était simplement présent. Je l'ai enregistré comme le père du marié puis j'ai baissé les yeux sur ma carte de menu et je n'y ai plus pensé. Puis ma mère s'est levée pour faire les présentations. Elle était douée pour cela. Elle a remercié les invités et a dit des choses sur Fiona et Sébastien qui étaient véritablement adorables. Elle savait faire cela. Elle était capable de chaleur quand l'occasion le justifiait. Et puis son regard a décrit son arc habituel dans la pièce et a atterri sur la table 7. Cette pause d'une demi-seconde et la respiration qu'elle a prise avant de prononcer mon nom. Oh, et voici mon autre fille. Elle nettoie des sols pour gagner sa vie. Elle l'a dit comme on parle du temps qu'il fait. Léger. Informatif. La cadence de quelqu'un qui a fait cette construction tant de fois que cela ne sonne plus comme un choix. Mon père a regardé vers la famille du marié et a souri. Chaque famille en a une, n'est-ce pas? La salle a produit sa réponse attendue. Une vague polie de rire. Quelques regards compatissants. L'absolution sociale que les groupes accordent quand ils ne veulent pas examiner ce qui vient de se passer. Quelqu'un à la table adjacente a chuchoté quelque chose à sa femme. Ma mère s'est rassise. Je tenais mon verre d'eau. Je ne l'ai pas posé. Je n'ai pas bu dedans. J'ai regardé le centre de table. Des roses blanches. Une bougie et j'ai laissé cela me traverser. J'étais devenu très doué pour cela. Le fait de ne pas m'accrocher. De laisser passer. C'était une compétence que je n'avais pas choisi de développer mais que j'avais développée quand même par suffisamment de répétitions pour que cela fasse simplement partie de ma façon de me mouvoir dans le monde. Puis j'ai levé les yeux. La salle était passée à autre chose. Les conversations avaient repris. Les gens reprenaient leur fourchette à l'exception d'une personne. Richard n'était pas passé à autre chose. Il ne regardait pas ma mère. Il ne regardait pas mon père. Il ne tendait pas la main vers son menu et ne reprenait pas sa conversation avec la personne à côté de lui. Il regardait ma main gauche.
Je tenais toujours le verre d'eau avec la paume tournée légèrement vers le haut et la cicatrice était visible sur toute sa longueur. Cette ligne diagonale pâle sur ma peau accrochant la lumière de la bougie de la manière dont les cicatrices accrochent la lumière légèrement plus réfléchissante que la peau environnante. Il la regardait de la manière dont on regarde quelque chose que l'on reconnaît. Pas de la curiosité. Pas la douce attention passagère que les cicatrices visibles attirent parfois. Quelque chose qui a du poids. Quelque chose qui porte une histoire. J'ai regardé son visage changer. Pas s'effondrer. Ce n'était pas un homme dont le calme s'effondrait mais quelque chose en dessous s'est déplacé doucement et complètement. De la même manière qu'un paysage semble différent une fois que vous comprenez la lumière qui le frappe. Il a posé sa fourchette. Pas lâché mais posé. Le placement délibéré d'un homme redirigeant toute son attention vers une décision qu'il a déjà prise. J'ai détourné le regard puis j'ai regardé à nouveau le centre de table et je me suis dit que j'avais imaginé quelque chose. Puis j'ai entendu le son d'une chaise bouger. Le son particulier de quelqu'un qui se lève avec un but précis. Richard Hay s'est levé sans annonce et sans la préface sociale d'un raclement de gorge ou d'un regard d'excuse autour de la table. Il s'est levé de la manière dont il semblait tout faire. Simplement et directement. Une décision prise et maintenant exécutée. L'expression de ma mère a enregistré l'anomalie et s'est recalibrée en temps réel. Son sourire a gardé sa forme tandis que ses yeux sont devenus perçants. Il a regardé à travers la pièce. Pas vers mon père. Pas vers ma mère. Au-delà de la table principale. Au-delà de la lumière des bougies et de l'architecture minutieuse de la soirée qu'elle avait construite. Il m'a regardé directement et il a dit d'une voix qui n'était pas forte mais qui portait le poids particulier d'un homme qui choisit ses mots avec soin, « Je pourrais vous parler dehors ?» Ma mère a commencé à dire quelque chose. Il s'était déjà retourné. J'ai posé mon verre d'eau sur la nappe. Je me suis levé. Je l'ai suivi. La cour derrière la Hartwell House était calme. Des guirlandes lumineuses à travers les chênes verts. Des chaises en fer et de petites tables inoccupées et froides autour de 50 degrés Fahrenheit. Assez froid pour le remarquer. Pas assez froid pour être la première chose à laquelle vous pensiez. Richard Hay se tenait près de l'extrémité face au jardin. Il s'est retourné quand il a entendu la porte. Je me suis arrêté à quelques pas de lui les bras croisés sans hostilité juste avec la posture automatique d'une femme qui a appris que les situations incertaines sont mieux gérées en exposant moins de soi-même. Il ne s'est pas excusé de m'avoir éloigné. Il n'a pas fait la conversation. Il a regardé directement ma main gauche en assumant son regard et sans le cacher. Il a dit, cette cicatrice. Paume gauche en diagonale. J'ai besoin de savoir comment vous l'avez eue. J'ai une réponse courte que je garde prête. Un accident sur un chantier de travail. La plupart des gens ne vont pas plus loin. Il a attendu. Le silence particulier de quelqu'un qui sait déjà qu'il y a plus de l'autre côté de la réponse courte et qui est prêt à être patient. Alors je lui ai donné l'autre côté. Je lui ai parlé du mardi soir et de l'inspection et du 4e étage et de l'odeur et de la descente dans le couloir et de la porte au bout du couloir ouest verrouillée avec la mauvaise lumière clignotante en dessous et du panneau de verre et de ma paume et de l'homme au bureau et de la cage. D'escalier et du parking et de l'appel au 911. Je l'ai raconté sans exagération et sans le drame particulier que les gens appliquent parfois à leurs propres histoires pour les faire paraître plus importantes. Juste les événements dans l'ordre et au même rythme que tout le reste. Quand j'ai terminé, Richard Hay est resté silencieux pendant un long moment. Le silence de quelqu'un pour qui une chose longtemps en suspens est enfin posée. Il a dit doucement, le bâtiment du côté est. 3e étage mardi soir. Pas une question. Une confirmation. Je l'ai regardé. Il a dit, ce bâtiment est à moi. Mon entreprise loue les 3 étages supérieurs depuis 11 ans. Il a fait une pause. L'homme au bureau était mon associé. Nous avons fondé l'entreprise ensemble il y a 19 ans. Un temps d'arrêt. Les ambulanciers m'ont dit que quelqu'un avait appelé et était parti avant leur arrivée. Le rapport officiel indiquait que l'appelant était anonyme. Une autre pause. J'ai engagé un enquêteur 8 semaines plus tard. Les caméras intérieures du 3 et du 4 étaient hors ligne cette nuit-là pour un entretien de routine. Une mise à jour de l'entrepreneur parmi tous les moments possibles. Les registres du bâtiment n'ont pas aidé mais il y avait une caméra sur le bâtiment de l'autre côté de la rue. Sécurité privée déclenchée par le mouvement et en basse résolution. L'enquêteur l'a trouvée après 3 mois.
Il a regardé ma main. 4 secondes de vidéo. Assez pour voir une femme sortir par la porte latérale. Assez pour voir. Il a hoché la tête vers ma paume. Une cicatrice diagonale. Main gauche. Les guirlandes lumineuses ont bougé sous une brise que je n'avais pas remarquée jusqu'à ce moment. Il a dit, je vous cherchais. Depuis 2 ans. Je dois m'arrêter ici et essayer de décrire ce que ces mots ont fait car je ne pense pas pouvoir le faire complètement mais je veux essayer. On m'a regardé de bien des façons au cours de ma vie. On m'a regardé avec pitié. La pitié douce et résignée de quelqu'un qui vous a déjà classé dans la catégorie des inférieurs. De sorte que tout ce que vous leur dites sur vous ne fait que confirmer le classement. On m'a regardé avec ce rejet particulier qui est presque pire que l'hostilité car il ne prend même pas la peine d'être hostile. Il vous voit juste et décide immédiatement qu'il n'y a pas grand-chose qui vaille la peine d'être vu. J'ai été regardé par des personnes qui m'ont aimé de la manière dont elles en étaient capables, c'est-à-dire imparfaitement et avec des conditions attachées. Mais personne ne m'avait jamais cherché. Pas comme cela. Pas par quelqu'un qui avait consacré 2 ans et de réelles ressources à cet effort. Pas par quelqu'un qui était assis à la même table que ma mère qui venait de livrer devant 30 personnes son résumé complet de qui elle croyait que j'étais et qui avait reconnu dans la cicatrice de ma paume gauche quelque chose qui racontait une toute autre histoire. Il avait regardé au-delà de tout ce que ma famille avait passé des décennies à construire autour de moi. Il avait vu la forme de quelque chose de réel. J'ai dit, je ne savais pas que vous cherchiez. Il a répondu, je sais. La musique de l'intérieur était faible à travers le mur. Étouffée et constante. Puis il a dit, il y a autre chose. Il a glissé la main dans sa veste et a sorti son téléphone. Il a navigué et a cherché et a tourné l'écran vers moi. C'était un fil de discussion par courriel. Il avait fait défiler jusqu'à une section spécifique. J'ai regardé l'objet du message. Examen du contrat de gestion immobilière commerciale. J'ai regardé l'expéditeur. Lena Property Service. Mon entreprise. Nous avions un contrat pour gérer un entrepôt et 2 immeubles de bureaux commerciaux dans son portefeuille. Le contrat était passé par un courtier sous le nom d'une société holding de gestion immobilière que je n'avais pas associée à lui. Je n'avais jamais vu le nom du client directement. Nous étions dans une relation professionnelle depuis 14 mois et aucun de nous ne connaissait le visage de l'autre. Il a fait défiler jusqu'à une ligne spécifique. Une note de son gestionnaire d'installation. L'équipe de Lena identifie systématiquement les problèmes de maintenance avant leur aggravation. Recommande le renouvellement et une discussion sur l'expansion. Il a rangé le téléphone. Nous sommes dans une relation professionnelle depuis plus d'1 an. Il a dit, votre travail est la raison pour laquelle j'essaie d'élargir le contrat. J'ai pris une inspiration. Il a dit, je consolide la gestion immobilière sur l'ensemble du portefeuille. 14 propriétés. J'ai une liste restreinte de sociétés de gestion depuis le printemps. La vôtre y figurait. Il a fait une pause. Ce n'est plus le cas. Je l'ai regardé. Je l'ai déplacé dans une catégorie différente. Je veux faire une proposition officielle. Lena Property Service comme notre partenaire de gestion principal pour l'ensemble du portefeuille plus 4 propriétés supplémentaires que nous allons intégrer dans les 18 prochains mois avec une durée initiale de 3 ans. Il a prononcé un chiffre. C'était un chiffre important. Il a dit avant que je ne puisse répondre, cela n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans ce bâtiment. Votre travail a mérité cela tout au long de 14 mois d'opération sans que je sache qui vous étiez. La gratitude. Quelque chose dans son expression a changé et est devenu plus direct et plus simple. C'est distinct. C'est juste moi. Pouvoir enfin dire merci à la bonne personne. Il a sorti une carte de visite de sa veste et a écrit quelque chose au dos. Il a dit, appelez-moi lundi. Quand vous serez prête à parler des 2 choses séparément. J'ai pris la carte de ma main droite. Celle sans cicatrice. Je suis resté dans la cour quelques minutes après qu'il soit rentré à l'intérieur. Pas pour me calmer. Je veux être clair à ce sujet. J'étais déjà calme. Ce dont j'avais besoin c'était que ces minutes m'appartiennent entièrement avant de ramener tout ce qu'elles contenaient dans une pièce pleine de gens qui avaient passé la soirée à gérer ma présence en son sein. J'ai regardé la carte et son nom et son numéro d'une écriture claire et régulière. J'ai regardé ma main gauche. La cicatrice dans la douce lumière des guirlandes.
Cette ligne que j'avais portée pendant 2 ans sans que les personnes les plus proches de moi ne posent jamais la moindre question à son sujet. Puis je suis rentré. La salle était exactement comme je l'avais laissée. Ma mère à la table principale. Les 2 mains en mouvement. Contrôlant parfaitement l'occasion qu'elle avait construite. Mon père racontant une histoire qu'il avait déjà racontée. Le quatuor à cordes passant à un morceau plus entraînant. Les menus des desserts arrivant. J'ai regardé Richard y traverser la pièce et prendre sa place. Il s'est assis comme il faisait tout. Sans annonce. Il a accepté le menu d'un serveur. Il a dit quelque chose à Sébastien qui a fait rire son fils. Le rire facile de quelqu'un qui a une bonne relation avec son père. Il était totalement et absolument normal. Il n'a pas regardé mes parents avec de nouvelles informations dans son expression. Il n'a pas mis en scène ce qu'il savait. Il s'est assis et a pris son dessert et a laissé la salle continuer d'être la salle que ma mère avait construite. Ma mère l'observait avec une nouvelle qualité d'attention. Le regard aiguisé d'une femme qui a géré assez de salles pour détecter quand quelque chose a changé dans l'une d'elles. Elle ne savait pas ce qui avait changé. Elle savait juste que c'était le cas. Je suis retourné à la table 7. Je me suis assise. J'ai posé ma main gauche à plat sur la nappe blanche. Paume vers le bas. Cicatrice vers le haut face à la lumière de la bougie. Je ne l'ai pas tournée dans un autre angle. Je ne l'ai pas cachée sur mes genoux. Je l'ai juste laissée reposer là. Visible au milieu de la pièce où ma mère m'avait utilisé 40 minutes plus tôt comme le contraste qui rendait tout le reste meilleur par comparaison. Pour la première fois depuis très longtemps je n'ai pas ressenti le besoin de me faire toute petite. Puis j'ai entendu une chaise bouger sur ma gauche. J'ai levé les yeux. Fiona. Elle était venue de la table principale. Elle venait d'apparaître. Elle a tiré la chaise vide et s'est assise. Elle m'a regardé avec une expression que je n'avais pas l'habitude de voir dirigée vers moi. Quelque chose d'ouvert. Sans jeu d'acteur. L'expression qu'elle avait quand elle ne gérait pas la façon dont elle était perçue. Tu vas bien? 3 mots. La question la plus simple. Celle que personne d'autre dans cette pièce n'avait pensé à me poser de toute la soirée. J'ai regardé ma sœur. Une robe ivoire. Les cheveux coiffés de la manière dont elle les portait quand elle se sentait en confiance. La chaleur tranquille d'une femme qui vient de faire quelque chose de courageux à sa petite échelle en traversant une pièce et en s'asseyant dans le coin. J'ai dit, oui. Je vais bien. Elle m'a regardé pendant un moment. Vraiment regardé de la façon dont elle ne l'avait pas fait de toute la soirée. Puis elle a jeté un bref coup d'œil à Richard et puis de nouveau à moi. Quelque chose se formant derrière ses yeux. Ne comprenant pas encore mais le début de la bonne question. Le dessert est arrivé. Fiona est restée à ma table. Ma mère a porté son dernier toast. J'ai levé mon verre. Ma main était complètement stable. Richard a fait ses adieux à la fin de la soirée avec l'efficacité d'un homme qui avait accompli ce qu'il était venu faire. Il a serré la main de mon père. Il a fait la bise à ma mère de la manière dont les hommes le font lors de ces événements de façon lisse et sociale et ne véhiculant aucune information. Il a dit quelque chose qui a fait rire Sébastien. Puis il s'est tourné vers moi. Il a tendu la main. Nous nous sommes serrés la main. Une poignée de main complète et délibérée. Le genre qui a un sens dans des contextes professionnels. Ses yeux ont croisé les miens pendant 2 secondes. Il a dit, je vous contacterai lundi. Rien d'autre. Aucune explication pour cette poignée de main qui était différente en poids et en durée de celle qu'il avait donnée à mon père 30 secondes plus tôt. Aucun contexte. Juste ces mots et puis il est parti. J'ai regardé ma mère le regarder partir. Son expression effectuant plusieurs calculs rapides. Le léger mouvement du menton. Les yeux passant de la porte à moi puis à mon père et de nouveau à la porte. Le processeur social rencontrant une donnée pour laquelle il n'avait pas de catégorie. Elle m'a trouvé au vestiaire. De quoi Richard et toi avez-vous parlé? Une voix légère parfaitement modulée. La tension uniquement audible si l'on avait grandi en apprenant à l'entendre. J'ai répondu, de vieilles connaissances. Nous avons travaillé ensemble. À quel titre? J'ai répondu, les affaires. J'ai récupéré mon manteau. J'ai marché jusqu'au service de voiturier.
J'ai conduit jusqu'à chez moi sous un ciel clair de décembre avec la carte dans mon sac et la cicatrice sur ma main et 28 ans d'un type de poids particulier se réarrangeant en quelque chose qu'il allait falloir du temps pour nommer complètement. Richard a appelé lundi à 9h00. Pas un courriel ni un message texte. Il a appelé parce que certaines conversations méritent une voix. Il m'a dit que son associé s'était complètement rétabli. Il avait pris sa retraite 2 mois après l'incident, ce qu'il prévoyait déjà de faire. L'expérience avait simplement clarifié le moment. Il partageait maintenant son temps entre une maison au bord du lac qu'il voulait depuis des années et ses petits-enfants. Il m'a dit que me trouver et savoir qui avait été dans ce bâtiment était quelque chose qu'il voulait depuis 2 ans. Pas pour me donner quoi que ce soit. Juste pour clore la chose correctement. Pour le dire à la bonne personne. Puis il a dit, maintenant parlons du contrat. Nous avons parlé pendant 45 minutes. Ce fut l'une des conversations professionnelles les plus directes que j'ai jamais eues. Il savait ce qu'il voulait. Je savais ce que notre entreprise pouvait fournir. Nous étions tous les deux dans le domaine des bâtiments et les bâtiments ne sont pas sentimentaux. J'ai dit que je ferais examiner sa proposition par mon avocat et que nous nous reparlerions d'ici mercredi. Il a répondu, c'est exactement cela. Fiona a appelé mardi matin. Elle a commencé par, je n'ai pas arrêté de penser à samedi. J'ai attendu. Elle a dit, je t'ai regardé revenir de la cour et ton visage était différent. Pas bouleversé. Autre chose. Quelque chose pour lequel je n'avais pas de mots. Elle s'est arrêtée puis a recommencé. Elle a dit, je te connais depuis toujours. Et je me suis assise à côté de toi samedi et j'ai réalisé que je ne sais pas à quoi ressemble réellement ta vie au quotidien. Je ne sais pas ce que tu as construit. Je ne sais pas ce qui te rend fier. Je ne sais pas ce qui fait de toi. Elle a fait une pause. Toi. Je veux tout savoir. Tu veux bien me le dire? Ce n'étaient pas des excuses. Je veux être précise à ce sujet. Elle n'essayait pas de réparer 28 ans en un seul appel téléphonique et je ne l'aurais pas cru si elle l'avait fait. C'était quelque chose de plus petit et de plus honnête. La première vraie question après une longue période sans demander. J'ai dit, un café cette semaine. Je te raconterai tout. Elle a expiré de cette manière particulière de quelqu'un qui n'était pas sûr de la réponse qui allait venir. Nous avons pris un café jeudi pendant 2 heures. Elle écoutait avec tout son visage comme elle le faisait quand nous étions petites. Elle a posé des questions. J'y ai répondu. À la fin son café avait refroidi et elle m'avait demandé 2 fois de m'arrêter pour pouvoir assimiler quelque chose. À la fin elle a dit, je suis désolée de ne pas avoir demandé plus tôt. J'ai répondu, tu demandes maintenant. Nous avons convenu de recommencer. La semaine suivante mon père a appelé le dimanche après la fête. Sa voix était prudente. Trop prudente. La désinvolture délibérée d'un homme qui a préparé son entrée en matière. Il a demandé comment était la fête. J'ai dit, charmante. Il a dit qu'il semblait que je connaissais bien Richard Haye. J'ai répondu, nous avions travaillé ensemble. Il a demandé, à quel titre? J'ai dit, les affaires. La pause qui a suivi était une pause que je n'avais jamais entendue de sa part auparavant. Pas la pause d'un homme construisant sa phrase suivante. La pause d'un homme qui est à court de phrase suivante. Il a dit, nous devrions peut-être dîner ensemble un de ces jours. Juste nous. J'ai dit, peut-être. Ni oui ni non. Juste la syllabe honnête d'une femme qui a arrêté de faire des promesses qu'elle n'est pas sûre de pouvoir tenir et qui a arrêté de donner accès aux parties de sa vie qu'elle a construites pendant les années où personne n'y prêtait attention. J'ai signé l'accord de partenariat élargi 3 semaines plus tard. Le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise. Mon avocat était satisfait. Mon directeur des opérations travaillait déjà sur le modèle de dotation en personnel. Je me suis assise dans mon bureau par la suite au bureau près de la fenêtre et j'ai regardé la ville. J'ai pensé aux 840 € et à un sac de sport et à un canapé dans un studio. J'ai pensé aux 3 emplois et à un carnet où les totaux n'étaient jamais négatifs. J'ai pensé à Franck restant après les cours. J'ai pensé à un homme à un bureau un mardi soir et à une odeur qui est arrivée avant la fumée et à une décision prise dans le temps qu'il faut pour respirer. J'ai pensé à Richard Haye disant, je vous cherchais depuis 2 ans. Pas de manière dramatique. Juste factuelle. La manière dont vous confirmez l'achèvement de quelque chose qui comptait. J'ai regardé la cicatrice sur ma paume gauche.
2,5 pouces. Courbée. Pâle. La plupart du temps je ne la remarque pas. Les jours où je la remarque, j'ai arrêté d'essayer de lui donner une signification spécifique. J'ai arrêté d'essayer d'en faire un symbole ou une leçon ou une preuve dans un dossier que je monte contre quelqu'un. C'est juste une partie de ma main. La main avec laquelle je travaille. La main avec laquelle j'ai construit. La main qui un mardi soir il y a 2 ans a fait la chose qu'elle savait faire. Pas parce que quelqu'un regardait. Pas parce qu'il y avait une récompense qui attendait de l'autre côté, mais parce qu'il y avait un besoin et que j'étais celle qui se tenait devant. C'est tout ce qu'il y a à dire. Ma mère ne connaît toujours pas la forme complète de tout cela. Elle le saura un jour. De telles choses ne restent pas contenues pour toujours. Quelqu'un dira quelque chose lors de l'un de ces événements où elle verra le nom de l'entreprise imprimé, où elle demandera à Richard Hay lors d'une occasion future comment il connaît sa fille et il lui en dira plus que ce qu'elle s'attendait à entendre. Je n'attends pas ce moment. Je ne le retiens pas comme un renversement anticipé de toutes ces années de petites diminutions. Je suis juste retourné au travail. C'est ce que je fais toujours.